Gabriel. Bonjour. Comment ça va? Très bien, toi. Excellent. Donc, après cette petite visite-là, on est rendu dans la maison, bien entendu, devant un petit verre. Je trouvais ça drôle tantôt. Tu disais, Ça a été rafraîchi par l'énergie du soleil. c'est ça, le frigo. un verre d'eau rafraîchi par le soleil. Ouais, j'ai mis un bidon dans mon frigo alimenté à l'énergie solaire. De toute beauté. Fait que, devant la petite table, on est bien confortable. Puis là, moi, j'ai des petites questions pour toi par rapport justement à la construction. Puis la première, en fait, c'est juste de savoir qu'est-ce qui t'a attiré ou probablement comment tu as entendu parler des tiny houses peut-être au début. C'est quoi le petit historique derrière ça? En fait, moi, ma formation, je suis biologiste. Ok, biologiste. Ouais, Bon. j'ai un baccalauréat en sciences biologiques. Okay. Puis j'ai fait une maîtrise en gestion de l'environnement. Okay. Dans le fond, c'est à la fin de ma maîtrise, j'ai fait mon essai qui était sur la construction écologique. Ok. Puis c'est là que je me suis vraiment intéressé à tout ce qui était écologie dans la construction. Ouais. Puis que j'ai vu qu'on peut faire mieux que nos manoirs, nos condos, puis tout ce qu'on fait en ce moment au Québec et ailleurs dans les pays industrialisés. Ouais. Je voulais vraiment sortir avec une solution qui était abordable et écologique. Ok. J'ai regardé dans tous les types d'habitations qui pouvaient se faire, puis j'ai arrêté mon choix sur les tiny houses. Le phénomène qui est parti aux États-Unis au début des années 2000. Ouais. Avant 2014, quand j'ai lancé ça ici, il n'y en avait pas du tout au Québec. Là. C'est ça, on Je pense qu'il y en pas avait parlé. 2 ou 3 de construites au Québec. Ouais. Plus des personnels. Ouais, des personnels. Ouais. Puis personne n'en parlait. Puis c'est ça. Moi, j'ai décidé de me lancer là-dedans, de prendre le concept tiny house, puis de l'adapter au Québec. Okay. Chose que je suis le seul à faire. Là. Ouais. Hyper isoler mes murs, faire un aménagement le plus léger possible, Ouais. puis aussi avoir une empreinte écologique le plus bas possible. Ça, je trouve ça intéressant, tu disais, puis ton background le montre. Tu parles même de l'énergie grise. Tu as même considéré l'aspect des. Ouais. Quand on parle d'énergie grise, qui est investie dans les matériaux pour la création. C'est ça. Dans la création du matériau avant. Exactement. Il y a des matériaux qui vont être presque pas de CO2 émis, mais qui ont une super grosse énergie grise pour les faire. Ouais. Comme par exemple la laine de roche. OK. Ouais, Roxul, par exemple. Ouais, c'est ça. Exactement. Il faut le cuire à des températures énormes pour faire cet isolant-là. Ouais. Donc l'isolant est bon quand même, mais l'énergie grise en arrière de ça est c'est bon, c'est durable, mais c'est ça, l'énergie grise est très élevée pour la c'est vraiment de regarder chaque étape. Même jusqu'à le matériau, il est plus bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'il se récupère bien? Est-ce qu'on fait juste l'envoyer au dépotoir? Ouais. C'est des choses à considérer. C'est une analyse de cycle de vie. Ouais, c'est ça, complète. Ça, c'est vraiment intéressant que tu aies été jusque-là. Je ne savais pas que tu étais allé jusque-là pour la maison. C'est intéressant. Puis là, tu as décidé, donc, tu as fait un projet pour toi. Donc, ici, c'est ta maison. Tu vis ici. Puis, tu as décidé de partir une entreprise d'habitation microévolution. Oui. Avec comme emblème, on pourrait dire, ou avec comme démonstration, ton projet, ton style de vie, ta maison. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était ça dès le départ, c'était ton intention? C'était ça dès le départ. Ça devait faire une unité que les gens pourraient visiter. Ouais. Moi, ce que je fais jusqu'à maintenant, c'est l'assistance à l'autoconstruction. OK. Donc, les gens qui veulent s'autoconstruire leur petite maison, moi, je fournis les remorques spécialisées. Ouais. Les remorques, là, j'ai vraiment travaillé fort pour faire la meilleure remorque pour accueillir une micro-maison. OK. Dans le fond... Pour le Québec, encore une fois. Le Québec, on parlait de l'acier galvanisé. Il y a des gens qui prennent de l'acier peint, ça va rouiller dans même pas un an. C'est sûr que ça coûte plus cher de le faire galvaniser, mais ça va durer entre 30 et 100 ans, dépendamment de l'épaisseur du zinc qu'ils mettent dessus. Donc autant pour écologique que rentabilité, c'est pas très difficile. C'est un 2000$ sur 30 ans, c'est pas grand-chose. Non. Je dis toujours aux gens, mettez 2000$ de plus sur la remorque, puis ôtez-le sur d'autres matériaux. Ouais, ça. À la place de prendre un matériel super éco qui coûte... Enlever des meubles au début, ça sort. C'est ça. Là, tu vas y prendre goût après l'avoir. Les meubles, on les achètera dans 5 ans. Mais c'est ça, tu sais, de mettre, mettons, un revêtement qui coûte pas cher, comme du vinyle. Des choses comme ça, tu sais. L'extérieur, c'est vraiment parce que de mettre un investissement de 30-40 000$ sur une base qui va rouiller, c'est pas super. Ouais. Fait que c'est ça. Elle est galvanisée. Les essieux sont rabaissés de 4 pouces. Okay. Dans le fond, la base, elle est plus basse pour pouvoir donner plus de hauteur à la maison. Ouais. Parce qu'on est limité par le code de la route. Ce qui est intéressant avec les tiny houses, tu n'as pas le désavantage du code du bâtiment, mais tu as le désavantage de les limitations du code de la route. Exactement. Fait que ça nous donne un 4 pouces de plus en hauteur. Je pense qu'on peut l'apprécier, ce 4 pouces-là. Comme on en parlait tantôt, les plafonds sont hauts. Ouais. À part de ça, il y a des plaquettes de métal de soudées à plusieurs endroits sur la remorque. Okay. Puis, ça fait en sorte que toute la structure de bois, on la tient, on la visse avec des tirs forts. OK, wow. Fait que toute la structure, elle est armée sur la remorque.
D'après moi, c'est peut-être une des raisons pourquoi elle est aussi solide sur la route. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais Ça, t'avais vu ça ailleurs ou non? Ça, c'est tout moi qui est venu avec cette idée-là. Ouais, ces plaques de métal-là. Je devrais le breveter en fait Ouais, avant que je me le fasse voler. Ok, on va attendre avant de publier la vidéo. Je te laisse une coupe de jours. C'est correct. Mais bon, l'idée m'est venue. Je me demandais comment qu'on fait pour tenir l'armature. Fait qu'on est venu avec des plaques de métal comme ça. Je sais qu'il y a Tumbleweed qu'eux, ils utilisent des rods de métal. OK. Qui dépassent? Ouais, c'est des rods qui dépassent. Tu tankes là. Tu tankes dedans. Je trouve ça un peu moins solide, là. Et surtout qu'il y en a juste 2 au milieu, là. OK. Moi, c'est vraiment, il y en a 4 de chaque bord. OK. C'est 8 points d'ancrage. Ouais. C'est vraiment solide. Là. Super. Puis là, donc ça, tu disais que tu aides les autoconstructeurs. Ouais. Donc, tu peux aider avec la remorque, dans le fond. Oui, tu as fait spécialisé pour ça. Les plans de construction. Plans de construction. Ouais, dans le fond, j'ai plusieurs plans de construction différents. J'en ai en 2D. OK. Les 2D, je peux les personnaliser. Ouais. Donc, je m'assis avec les gens. Ouais. Je regarde quelle grosseur vous avez besoin, quel aménagement vous avez besoin. C'est quoi vos besoins dans le fond? Ouais, est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est un célibataire? Est-ce qu'ils ont des enfants? Ouais. Fait que c'est vraiment de voir, est-ce qu'on fait telle pièce-là, telle pièce-là? Est-ce qu'on fait des pentes de toit différentes? Est-ce qu'on fait un dormer? Un dormer, c'est que, mettons, moi, ma pente de toit est comme ça. Ouais. Puis sur la mezzanine, on mettrait les pentes de toit comme ça. OK. Fait que ça laisse beaucoup plus d'espace dans la mezzanine. OK. Ouais. C'est beau aussi visuellement de l'extérieur. Y a-tu des désavantages? Pas vraiment. C'est juste que sur les dormers, on peut mettre de panneaux solaires. OK. Parce que ouais, ça, c'est trop. Ouais, c'est ça. OK. Surtout, toi, si tu les ancres, puis là, tu roules avec ça. Puis tout ça. C'est ça. OK. Intéressant. Fait que là, dans le fond, tu peux utiliser ton expertise dans l'aménagement, dans toutes les connaissances que tu as acquises sur l'improvisation pour les assiste gratuitement aussi. Ouais. S'il y a des questions, moi j'ai tout testé. Là, ouais, c'est ça. Telle chose, comment qu'on fait ça, je vais pouvoir les guider. Là. Puis même leur dire, moi j'ai fait ça comme ça, je suis pas bien sûr que ça va aller mieux en faisant ça. Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai testé. Les bons coups et les erreurs. C'est ça. Leur maison va être mieux que la mienne. C'est vraiment pratique ça, de ce côté-là. Okay. Ça me fait plaisir de partager mes connaissances. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, donc, mais là, présentement, tu offres pas des maisons terminées, par exemple? Non, ça va être d'ici là, 1 mois ou 2. OK. J'ai quelqu'un en maison usinée qui va faire mes maisons clés en main. Ah, wow. Ouais, on va lancer ça là, de très bientôt. OK. Là, d'ici quelques semaines, on va commencer la construction d'une unité coquille extérieure. Okay. Coquille extérieure, c'est qu'on va avoir 3 produits. Okay. L'autoconstruction, qu'on vient de parler. Les unités clés en main, tout fait. Comme ça ici, là, par exemple, vous achetez. Exactement. Tout est fait, puis vous emménagez, puis vous n'avez pas à vous casser le bicycle. Puis, quelque chose entre les deux. Coquille extérieure, c'est que toute la charpente, tout l'extérieur, la toiture, le revêtement extérieur va être fait. Okay. Puis, les gens vont pouvoir finir tout l'intérieur. L'isolation, le parement, toute la plomberie, l'électricité. Fait que les gens vont pouvoir construire ça à l'abri des intempéries. Ah, fait que c'est vraiment ça la plus. Là, c'est une manière un entre-deux au niveau du prix, là. C'est ça. Okay. Parce que, tu sais, il y a des gens qui n'auront pas assez d'argent pour le clé en main, ça revient quand même, c'est comme n'importe quoi, là, dans le fond, quand c'est du clé en main. La main-d'œuvre, c'est 50% du prix. C'est ça, exactement. OK. Fait que là, en achetant quelque chose entre les deux, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Mais, vous pouvez construire l'abri des intempéries. Ça, je dirais, c'est une des pires choses que j'ai eu à faire, là. Ouais. Quand les fermes de toit étaient là, que la toiture était pas faite, fallait mettre des bâches de plastique par-dessus, c'était l'enfer. Puis là, tout ça a été fait en usine. Ça va être fait ça va être en usine. De préfabrication. Ouais. C'est normalement bonne idée. Des professionnels. Vraiment bon, ça. Puis, mais toujours avec ton expertise, puis les choix de dans le fond, tu as réussi à faire une entente avec eux pour qu'ils utilisent, dans le fond, ce que ma méthode de construction. Excellent. Tout à fait. Ça fait quelques mois ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus, mais ça s'en vient très bien. Ok, cool. Fait qu'on va suivre ça, ça va être très intéressant. Good. Ta vision en termes de, tu sais, où est-ce que tu t'en... Là, ça, c'est tes produits premièrement. Donc, au début, tu as eu un intérêt pour ça, avec l'objectif des maisons vraiment écologiques, là, même en considérant l'aspect d'énergie grise, une plus grande autonomie. Toi, c'est une des choses impressionnantes. Peu de gens ont fait des tiny houses tout court qui sont vraiment adaptés pour le Nord. Puis en plus, avec un désir de le rendre plus autonome avec les panneaux solaires, puis tout ça, c'est vraiment... je pense qu'elle est assez unique. Oui, exactement. Puis là, tu as ça, puis là, tu as les produits que tu as pris. Puis ta vision pour le futur, vers quoi tu crois que ça s'en va, ce mouvement-là, par exemple au Québec ou... Ma vision pour le futur, ça a toujours été de faire une communauté. OK, communauté de tiny house. Ouais. OK. Ça pourrait être joint à des serres solaires passives, à
des jardins communautaires, à de la permaculture, des forêts nourricières. Fait que ça serait vraiment de créer une petite communauté écologique. Je sais qu'il y en a qui poussent un petit peu partout en ce moment là, au Québec. On a TerraVie, TerraVerma. Tu t'y connais plus que moi. Oui, absolument. Il y en a un petit peu partout. Il y a le Grèbe à la baie. Effectivement. On pourra peut-être se joindre à un de ces projets-là ou en créer un nouveau. Ça serait d'avoir un beau petit centre communautaire avec des salles de bain, des douches. C'est ça. Fait que t'as comme un endroit plus grand où est-ce que là, c'est un petit peu du luxe, là, dans le sens que t'as toutes les choses en grandeur. Même des chambres pour des gens qui veulent aménager bientôt, des gens qui n'ont pas d'espace pour vivre en ce moment. Puis tu as les tiny houses qui te permettent d'avoir ton espace privé à toi. Avec quand même des, tu sais, comme quand tu veux cuisiner, puis ça, tu peux tout faire dans ta maison. C'est juste que quand tu pourrais même avoir des cuisines communautaires. C'est ça, en plus. C'est ça. Comme quand tu veux faire la grosse bouffe, la petite bouffe. C'est ça. Quand tu veux être privé, t'as ton petit coin. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux faire à long terme. C'est sûr que je commence étape par étape, on commence par les maisons. Absolument. Mais je veux pas commencer trop gros. Non, c'est ça, on y va par étape. Moi, c'est la même chose aussi avec tous mes projets. Oui, nos projets vont se recouper, c'est ça. Cool. Puis, d'ailleurs, au niveau des lois, parce que ça, c'est une des choses qui, je pense, que beaucoup de gens se posent des questions. Puis, moi-même, j'en ai parlé dans une autre vidéo où est-ce qu'on visitait avec ma sœur. Ma sœur, elle vit dans sa tiny house aussi, à Revelstoke, donc elle est en Colombie-Britannique. Sauf que elle, tu vois, dans la petite ville comme telle, elle s'est fait avertir. En tout cas, elle n'avait pas le droit d'être là spécifiquement, elle n'avait pas le droit de vivre dedans. Mais elle a juste eu besoin de sortir des boundaries de la ville, de l'espace du centre-ville quasiment. Puis là, elle a pu s'établir, puis comme légalement vivre là, sur un terrain. Puis, mais eux, je sais que c'est très spécifique là, à l'endroit où est-ce qu'elle est. Puis un petit peu comme toi, dans le fond, elle est connectée sur l'eau puis l'électricité d'une maison. C'est une maison abandonnée qui est juste à côté. Mais, ça donne comme ça, mais il y avait encore l'électricité puis l'eau. C'est vraiment parfait. C'est pratique. Donc c'est ça, mais pour le Québec, c'est ça. Puis juste toi, un petit peu la situation. C'est sûr qu'on est dans des zones, ça n'existait pas. Hein? Tu l'as dit en 2014, personne n'en parlait. On est en 2015. Fait que ça ne va pas progresser. C'est pareil comme les airchips, les maisons sur la passée, les maisons bioclimatiques. C'est des concepts qui arrivent, qui ont déjà été là avant, mais qui ne sont pas adaptés pour. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Ils n'ont pas de règlement pour ça. C'est ça, il n'y a juste pas de règlement. Donc, dans le fond, il y a des règlements pour des roulottes, des règlements pour des maisons normales. Entre les deux, ça n'existe pas encore. Et il y a même des municipalités, je suis sûr, qui ne connaissent pas ça encore. C'est quoi? C'est ça. Fait que, dans le fond, pour le moment, ce qui est le plus facile, c'est de se conformer au règlement de roulotte. Comme moi ici, j'ai le droit de me stationner sur le côté ou en arrière de la cour. Je suis à côté de la maison familiale. Puis ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai pas le droit d'habiter à temps plein dedans. C'est ça. Comme ça, ok. Je pense que c'est une zone grise. C'est la zone grise pour ça. Puis ensuite de ça, tu disais, bon, il y a les roulottes, puis les autres réglementations, c'est les maisons traditionnelles, ok? Fait que c'est ça qui nous empêche. Présentement, je crois qu'on est empêché de, par exemple, parce que moi, une des choses que je trouve qui aurait tellement de valeur, c'est tu construis une tiny house, probablement tu te pratiques. Je veux dire, ou tu achètes la coquille déjà faite, puis tu fais l'intérieur. Fait que c'est une première expérience. Moi, j'ai créé les salles à la passive, entre autres. Je me disais, avant de vous lancer dans une création d'une maison, d'un chip ou de l'éco-construction à ce niveau-là, commencer par faire une serre, puis comme ça, si tu fais des erreurs, tu sais, toi, tu l'as dit, on apprend en le faisant, puis tu vas pas refaire ton erreur après, tu sais. Fait que là, c'est ça que je me demande, qu'est-ce que... Ah oui, c'est ça que je voulais dire, excuse. Sur les terrains, moi, c'est une des belles alternatives pour les maisons. Je me disais, tu construis ça, puis après ça, tu l'amènes sur ton terrain, puis tu vis dedans, la terre, tu construis ton autre maison. Par exemple, c'est une des belles choses qui serait possible de faire. Puis après ça, ta tiny house, bien, soit tu peux l'utiliser pour toi, une maison de visite, ou toutes les autres utilités, un chalet, n'importe quoi. Mais c'est que les municipalités devraient baisser leur superficie minimale. De construction. C'est ça le gros problème. Ils veulent des grosses taxes. Ils veulent pas de maison en bas de 800 pieds carrés. C'est ça, dans plein de une micro-maison de 400 pieds carrés, là. Il y en a de l'espace, c'est 2 fois ici. Là. Ici, c'est 200 pieds carrés. Dans 400 pieds carrés, on peut avoir une bonne maison. Vraiment. On n'a pas le droit. Effectivement. Fait que ça, il y a ce côté-là. Fait qu'au niveau des lois, on est encore dans la situation, c'est de l'éducation, c'est de l'intérêt. Plus les gens ont de l'intérêt, plus les municipalités voient qu'il y a un avantage à eux aussi. Fait que c'est comme dans presque tous les aspects de l'éco-construction. Ce qu'ils comprennent aussi, c'est que micro-taxes, oui, c'est petit. Si on taxe des petites maisons, c'est des petites taxes. Mais si on commence à mettre des micro-maisons partout, ça va faire une macro-taxe. Macro-taxe, c'est intéressant. Puis c'est aussi, tu sais, quand on parle de municipalité, des fois, c'est ça que je trouve intéressant. Les micro-maisons peuvent être intéressantes pour les villes aussi, mais dans les municipalités, il y a toujours l'avantage parce que, oui, des micro-taxes, c'est pas beaucoup,
Sauf que des fois, il y a des municipalités que c'est une microtaxe ou rien. Ouais, on s'entend ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une belle manière de ravoir des jeunes qui, justement, ne voient pas, comme des fois, c'est même dur à imaginer qu'une maison, une maison normale coûte 300 000 250 000 300 000 comment on fait pour avoir ça? Justement, j'ai l'impression que les villes dévitalisées vont beaucoup plus embarquer dans des projets comme ça. Parce que c'est justement avoir rien, ou des micro-maisons, puis attirer des jeunes, attirer des familles qui n'ont pas beaucoup de sous, mais là, ils vont dépenser là-bas. Oui, absolument. C'est ça. Puis juste vivre là, sans rouler l'économie à ce niveau-là. Tout à fait. Non, j'ai l'impression là, que ça va pas bien. Moi, j'adore ton projet de... Ben, tu sais, moi, j'avais vu ça comme ça aussi. Quand je m'ai commencé à m'intéresser au tiny house, c'était l'idée d'un genre de camping. Tu sais, un genre de camping, mais que tu peux vivre dans l'année, puis c'est ça. Puis, tu sais, un aspect communautaire de joint avec ça. Ok, super. Fait que je suis vraiment content de connaître l'avion à ce niveau-là aussi. Ok, donc Gabriel, allons maintenant dans l'aspect un petit peu plus technique pour que les gens sachent, bon, qu'est-ce qui est réaliste pour eux et tout ça. Là, ici, on parle d'une maison, tu as dit 200 pieds carrés. 200 pieds carrés. Donc, la grandeur... On a 24 pieds de long par 8 pieds de large. Ok, 24 par 8. 24 qui est quand même... C'est un bon trailer. Je pense que ma soeur était dans le 18, je pense, ou 20. Ouais, je dois être 18, 20, c'est des moyens, puis toi, tu as 24, qui est quand même... Tu sais, on le sent qu'il y a l'espace. L'espace de mezzanine aussi qu'on pourrait rajouter par-dessus ça, évidemment. Ouais, c'est ça. Le 200 pieds carrés, c'est vraiment de pieds carrés à utiliser, de surface habitable. Exact. Parce que tout en haut en plus. Ouais. OK. Puis pour 200 pieds carrés comme ça, on parle de quel prix? Disons, ben je sais pas si tu l'as, mais une clé en main comme un clé en main comme ici, ce qu'on va lancer, ça va être 50 000 OK, 50 000 Puis là, ça n'inclut pas, j'imagine, les panneaux solaires, bien entendu. Ça n'inclut pas les panneaux solaires parce que tout mon réseau solaire, ça m'a coûté 10 000 OK, de plus. Fait que si j'inclus le réseau solaire, c'est sûr que je vais manger les bas. C'est ça, évidemment. Puis c'est ça que tu disais qui est au Québec, c'est très long à rentabiliser à cause du fait qu'Hydro-Québec est si peu cher. C'est ça, parce que certains endroits dans le monde, l'électricité, ça se paye. Oui, c'est ça, c'est déjà rentable. 7 ans, 6 ans. Sauf que le problème ici au Québec, c'est effectivement pas. Fait que c'est plus pour l'aspect résilience, autonomie, écologique. C'est pour les gens qui veulent être indépendants. Ou avoir la possibilité de... Oui, c'est ça. Puis juste le fait, c'est que toi, tu te déplaces, puis des fois, tu n'as pas facile d'accès pour l'électricité. Exactement. Okay. C'est ça, on va faire 50 000. On va faire de 200 pieds carrés à 100 pieds carrés. Donc, ça va être 12 pieds de long par encore le 8 pieds. Ça, ce serait vraiment comme une unité pour les gens qui veulent partir en vacances avec. Ouais, c'est ça. 12 pieds, ça commence à être petit, là. Donc, dans les offres que vous allez avoir, ça va être de 12 à 24. De 12 à 24 à chaque deux. Alors, 12, 14, 16, 18. Est-ce que tu sais déjà en clé en main, 12 pieds, ça va tourner dans les environs? Oui, ça va être 35 000 35 000. Donc, entre 35 000 et 50 000, ça me donne quelque chose d'à peu près... Toutes clés en main. Puis les coquilles extérieures, on n'a pas encore les prix. OK. Mais c'est sûr que ça va être entre les deux, entre autoconstruction et clé en main. C'est ça. Puis autoconstruction, ça, tu sais pas trop... Autoconstruction, ça m'a coûté 40 000. 40 000. Ici, avec les panneaux solaires. Avec les panneaux solaires de 10 000. Fait qu'on aurait parlé de 30 000 si tu n'avais pas le... je dis toujours aux gens entre 25 et 30 000 minimum. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que ma sœur, elle, au début, elle se donnait comme objectif 14 000, 12 ou 14 000. Puis finalement, c'est ça. Ça lui a coûté plus comme 16, 17, 18, puis c'est pas fini comme, tu sais, c'est pas beau comme ça. Elle est allée vers le strict minimum. C'est ça, vraiment, puis tu sais, coupé un peu, puis elle me disait justement, tu sais, à refaire, je mettrais de côté à être sûr à un bon 20 à 25 000, puis comme ça, t'as pas besoin justement de couper partout, puis là, c'est ça, tu t'assures que tu vis dedans, puis c'est fini. Il n'y a pas de va falloir que je refasse faire ça parce que j'ai investi dans quelque chose qui était pas bon. C'est ça. Dans 2 ans, il faut le refaire, finalement, ça coûte plus cher. Ouais, effectivement. Fait que, OK, fait qu'au niveau du prix, ça tourne environ, dans ces environs-là, entre 30 et 50 000. On a l'autoconstruction pour sauver beaucoup, puis il va avoir votre service, que je trouve vraiment intéressant. Je n'avais pas entendu parler de ça, vraiment. Côté extérieur, je pense que les gens vont être intéressés parce que d'être à l'abri des intempéries, tu as les doubles avantages avec ça. Vraiment. En tant qu'autoconstructeur, puisque tu as construit la tienne, c'était quoi les grands défis? Parce que, tu sais, par exemple, les gens qui vont aller vers le clé en main, ils vont se sauver quoi? C'était quoi les ils vont se sauver énormément d'efforts. Ouais, c'est sûr. Moi, construire ici, ça m'a pris 6 mois. Mm-hmm. La semaine, j'étais tout seul à construire. Okay. Puis la fin de semaine, j'avais des amis puis la famille qui venaient m'aider. Okay. Ça a pris 1000 heures de construction. 1000 heures de construction. De ton temps ou incluant les... Temps en tout. OK. Moi, j'ai fait 500 heures sur les 1000. Fait quand même.
Puis ça, c'est pas compter, bon, faut que j'aille au Renault Dépôt 10 000 fois. Ouais. Faut que je planifie telle pièce, faut que je planifie tout ça. Ouais. J'ai fait du 6 mois, 7 jours sur 7. OK. Assez intense. Ah ouais, c'est ça. Fait que ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est quand même... Ouais, il faut avoir une bonne gang pour commencer. Là. Ouais. Faut pas être tout seul ou deux personnes. Il faut avoir une bonne gang d'amis qui sont manuels, qui s'y connaissent. C'est de l'effort. C'est beaucoup de planification aussi. Ouais. Bon, on reçoit tel matériel maintenant parce que là, il faut faire ça avant ça. Ouais. C'est d'avoir là, une bonne grille cartésienne dans sa tête et toujours respecter les étapes, toutes les étapes. OK. Ouais. OK, parfait. Fait que c'est... Est-ce que tu qualifierais ça pas accessible à tous, mais tu sais, parce que les gens, par exemple, que je te donne un exemple, justement, ma soeur puis son chum, ils ont décidé de se lancer dans la construction, sans expérience en construction, mais surtout ma soeur est vraiment comme ça aussi, mais son chum est très très débrouillard aussi, tu sais, YouTube, puis il va voir ses affaires, puis tu sais, être capable de trouver les ressources. Fait que j'ai l'impression, pour les gens qui cherchent les ressources, qui sont capables de faire ça, c'est quand même accessible, mais ouais, c'est accessible à tous, honnêtement, parce que moi non plus, j'avais pas d'expérience en construction. OK, t'as commencé... j'ai commencé, ça à peine si je pouvais poser une tablette droite. OK, nice. J'avais pas d'expérience. En fait, le point, là, c'est vraiment la volonté. Ouais. Est-ce que vous allez être quelqu'un qui va abandonner un projet ou pas? Ouais, c'est ça. C'est plus ça, parce que apprendre, ça se fait. Ouais. On regarde des vidéos sur YouTube. Avoir une personne là, qui s'y connaît au départ, ça c'est un must. Si vous ne connaissez pas, là, appelez le beau-frère, papa, qui construit des choses déjà là, pour vous épauler. Et là, vous allez prendre la confiance, puis vous allez apprendre. Là. OK. Fait que oui, puis justement, là, tu as dit 1000 heures pour celle-ci. Ouais. Si, mettons, c'était à refaire maintenant, là, tu en as déjà construit, tu as de l'expérience. Ça serait beaucoup moins. Tu dirais, ouais, c'est ça, ça coupe. Peut-être 600. Ouais, c'est ça. Fait que tu coupes un bon 30-40%. Parce que justement, bon. C'est des erreurs, tu refais quelque chose. C'est juste la lenteur, là, tu fais d'apprendre en le faisant. T'apprends. C'est normal, ça prend des étapes. Excellent. Maintenant que tu vis dedans, donc tu as passé un hiver complet? J'ai passé l'hiver au complet, de décembre à juin. Si tu avais, mettons, l'aspect, le plus gros avantage ou la chose que tu as aimé le plus de ton expérience, puis le petit désavantage ou la chose que tu trouves par rapport à vivre dans une maison traditionnelle, par exemple? L'avantage, c'est vraiment, je te dirais, le confort. On est tellement bien dans la maison, je me suis jamais senti coincé, rien. Je sais pas, je trouve l'ambiance est vraiment confortable. Le bois, c'est vraiment... C'est sûr que comparé à une maison normale, tu sais, je veux dire, c'est pas de la peinture toxique non, c'est chiproc, là. Hein, la qualité d'air, je l'ai pas analysé, mais ça doit être extrêmement bon. Ouais, vraiment. On se sent tellement bien. Fait que juste le confort lui-même, c'était le confort. T'as ton petit cocon, tu sais. Ouais, c'est cet aspect-là. C'est à moi, c'est moi qui l'ai construit. Ouais, vraiment. C'est un élément de fierté, là. Absolument. Fait que je pense que ce serait ça. L'inconvénient, c'est vraiment l'espace. C'est sûr, tu sais, c'est pas gros, mais c'est quand même assez confortable. C'est sûr, tu sais, je pourrais pas avoir une famille ici, là. Ouais, c'est ça. Ton objectif, ce serait pas ça dans 4 enfants. Pas tout de suite, là. Ça commence à être... Mais ça peut être un entre-deux. Pendant ce temps-là, là, t'économises pour un cash down sur une maison ou sur une ferme ou n'importe quoi. Fait, je dirais, c'est ça, c'est l'espace. Là. Surtout en mezzanine, là, c'est quand même coincé. C'est ça, je dirais l'espace où est-ce qu'on dort. Je la baisserais peut-être si t'as un petit peu. Ou faire, justement, faire le lit en bas. C'était mon autre question, justement, c'était... Maintenant, tu l'as construit, tu as vécu dedans en plus, donc c'est vraiment une expertise là, ultra pertinente. Moi, je trouve toujours que c'est les gens qui font les choses. Avant de vendre ma salade, avant de vendre mes produits, je voulais le tester. C'est ça. Je sais que j'ai des compétiteurs qui construisent puis qui vendent là, tout de suite, mais moi, c'est pas ce que je fais. Je voulais vraiment tester, est-ce que mon isolation va tenir le coup? Est-ce que ça va bien aller? Puis avoir vécu dedans, c'est la meilleure manière de l'avoir fait. Je voulais vraiment faire ça avant de lancer le produit. C'est vraiment excellent. Puis qu'est-ce que maintenant que tu voudrais recommencer, justement, tu t'en as dit un exemple tantôt, peut-être que tu baisserais un petit peu. Est-ce qu'il y a un ou deux éléments que tu dis comme... Vraiment, tu disais aussi, la maison de mes clients va être meilleure que la mienne. C'est quoi les petits trucs ou les changements que tu ferais? Je pense que le lit, je le mettrais à l'étage en bas. OK.
J'ai vu cet aménagement-là dans une vidéo YouTube, je me rappelle plus lequel, parce qu'il y en a tellement. Ouais, ouais. Je mettrais le lit complètement par terre, OK. puis je ferais une mezzanine à peut-être 5 pieds de haut. OK. Fait qu'il y aurait quelques marches pour monter en haut, pour Ouais. aller au bureau OK. en haut. OK. Puis le bureau est en haut, puis le lit est en bas à place. Ouais, c'est Donc, ça. c'est l'inverse. Ouais. Puis t'as l'impression que ça serait plus avantageux. Ouais. Ça vaudrait la peine de l'essayer puis vivre dedans un bout. Puis Ben, c'est ça, tu sais, j'ai l'impression, la nuit, quand tu faut aller aux toilettes, Ouais, c'est ça va être moins désagréable descendre. que de descendre. Ah ouais, j'avoue. Fait que tu sais, t'es vraiment en bas, puis quand Ouais. t'es couché, là. C'est ça. Tu sais, même si le lit est sur le plancher, c'est pas grave. C'est ça. Puis tu sais, t'as quand même beaucoup d'espace en haut. Mm. C'est confortable. Fait que, non, j'aimais bien le concept d'inverser ça. Excellent. Je pense que je ferais ça. Ouais, y a autre chose? Sinon, Ouais, l'isolation du plancher va être différente. OK. J'ai l'impression que la majorité de la chaleur que je perdais cet hiver, c'était par le plancher. OK. Puis pourtant, c'est quand même un bon... Ouais, c'est une bonne valeur R, mais j'ai sous-estimé les ponts thermiques. Ah, OK. Parce que j'ai isolé directement dans la remorque. OK. Puis par-dessus la remorque, il y a seulement un sous-plancher isolant. OK. Fait que c'est par les... C'est par les beams de métal. Le métal du... Ah, OK, je comprends. Fait que Le plancher était pensé. frais. Ouais. C'est ça, on va isoler différemment. On va isoler moins. OK. À la place de 5 pouces d'isolant, on va mettre 4.5. OK. Mais il va y avoir de l'isolant par-dessus les ponts thermiques. OK, c'est ça. Fait que tu vas t'assurer. Fait que ça va être mieux. Comme dans la construction traditionnelle, effectivement, les ponts thermiques, c'est ça qui... les cadres de fenêtres, les ponts thermiques, c'est ça qui... c'est le plus gros pourcentage. Ouais. Fait que ça va être moins isolé, mais mieux. OK. Ouais, parce que je touchais les murs, le plafond, c'était chaud, là. Ouais, OK. J'avais vraiment l'impression qu'on perdait. C'est là que ça se passe. Intéressant. Good. Au moins, le plancher, une chose qui est bien l'hiver, c'est qu'on peut entasser la neige. Oui. Sur les côté. bases, c'est ça que j'avais pensé. Fait que là, c'est bien isolé. Tu quand disais même. tantôt, faudrait peut-être enlever la neige mais pour ça, pas non. que ça rouille, mais là, t'étais pas rouillé, mais c'est ça que je me disais. C'est comme T'enlèves une couche d'isolation. Ouais, c'est ça. Cool. Hey, un gros merci. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre qu'il faudrait dire, tu sais, les gens qui nous regardent présentement, peut-être qui veulent se lancer en projet, y a-tu quelque chose que si mettons, ils rêvent de ce projet-là, de Tiny House, y a-tu quelque chose que tu leur dirais? Ou... Ben, lancez-vous parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est comme n'importe quoi aussi. Hein? Pour le confort, pour sortir un peu là, du moule de société qui est cancérigène. Là. Ouais. Ça vaut vraiment. Ça vaut la peine. Puis les quelques inconvénients qui restent à passer, qui sont reliés entre autres aux lois, puis ces choses-là, je trouve, c'est le genre de trucs, puis c'est comme moi aussi avec l'éco-construction, puis les maisons bioclimatiques, tout ça. Les défis qui restent à passer, le fait que plein de monde s'y intéresse, ça va les régler. Exactement. De partout tout seul. Dès qu'il y a un avec intérêt assez pression, grand, avec un intérêt assez grand, ça fait la différence. Ouais, j'ai l'impression que les municipalités vont réagir un jour. Là. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'est super la fun. Attendez! Si vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Facebook en cliquant ici. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos comme celui-ci, vous pouvez nous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste ici. Si vous aimeriez en savoir plus sur les salles solaires passives et comment les agencer pour utiliser un minimum d'énergie et produire un maximum d'abondance, et tout ça dans un e-book qui est gratuit, cliquez ici. Et si vous aimeriez en savoir plus sur nos formations, appuyez ici.